suis ravie de vous retrouver sur le plateau FHP Direct depuis le salon Sant'Expo édition 2021. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Vincent Trély, vous êtes directeur associé du cabinet Vélium et président fondateur de l'Apsis. Jean-François Parguet, vous êtes fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information des ministères chargés des affaires sociales. Et enfin, Pierre-Yves Antier, vous êtes directeur de la stratégie innovation, transformation du groupe Reliens. Je vous remercie d'être avec nous. On va parler des cyber-risques et je commence par vous, monsieur Jean-François Parguet. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux du risque cyber? Alors effectivement, je vais essayer de vous présenter un état factuel du risque cyber à date. On a un petit effet Larsen, mais ce n'est pas grave. J'espère qu'on va le surmonter. Alors, le secteur santé français n'est pas spécifiquement ciblé à date. Si vous voulez quelques chiffres, pour de l'ordre de 3000 établissements publics et privés, établissements sanitaires publics et privés, on peut considérer on avait en 2018 40 attaques ransomware réussies. Alors je suis toujours très gêné par le terme réussi à associer une attaque ransomware, mais disons des attaques qui ont impacté plusieurs dizaines d'environnements techniques dans un établissement de santé ou la totalité de l'établissement de santé. Disons 40 attaques réussies en 2018, 50 en 2020, 50 à date aujourd'hui. On a une progression, mais on n'a pas une explosion des attaques par ransomware comme on pourrait l'imaginer. Cette augmentation des attaques dites réussies, elle est proportionnelle à l'exposition des établissements de santé, à la numérisation des données, à l'interopérabilité, à l'ouverture des établissements de santé sur l'informatique au sens large. Quand on parle de ransomware, il faut faire très attention. Quand je parle de 50 attaques, je parle d'attaques significatives qui ont réussi. Ces attaques, elles touchent de quelques dizaines de postes au sein d'un établissement à la totalité de l'établissement, ce qui peut être extrêmement variable. Une attaque ransomware, ça a un impact qui peut aller de quelques semaines à 6, 8, 10 mois pour l'établissement. Ça dépend beaucoup de la préparation de l'établissement, de sa capacité de résilience naturelle et du niveau de préparation, d'exercice qu'il a mené pour revenir à un état normal. Juste un exemple. Vous avez une attaque qui s'est déroulée au sein d'un établissement, un poste qui devient inutilisé pendant quelques semaines parce que la personne s'en va en congé, vous faites une remédiation sur l'ensemble de l'environnement, vous redémarrez ce poste et vous repropagez une nouvelle fois le ransomware à l'intérieur de l'établissement. Donc c'est une opération extrêmement lourde de se remettre de manière définitive d'une attaque par un ransomware. Mais quand on parle de ransomware, il faut aussi faire attention. La plupart des attaques de ransomware actuellement incluent une partie d'exfiltration de données. Et cette partie d'exfiltration de données est l'occasion d'un chantage supplémentaire. Vous avez le chantage au chiffrement, mais vous avez aussi le chantage à la publication des données. Alors, on va y venir. Vincent Trély, vous confirmez ce que disait Jean-François Parguet sur l'état des lieux? Ah bah oui, puis il a des informations précises. Oui, ce qu'on ressent, nous, chez l'Apsis, c'est effectivement pas une augmentation explosive, mais un maintien en conditions opérationnelles, on dirait, de ces attaques, qui représentent quand même quasiment la totalité des ennuis sur le système de santé. Si vous voulez, les attaques par rançongiciel aujourd'hui, c'est quand même 80-90% des ennuis. Il y a peu de cyberattaques, de piratage au sens un peu noble du terme, avec recherche de vulnérabilité, récupération. On a connu la paix de Paris qui a subi ça par un activiste, un étudiant de 22 ans, anti-pass sanitaire, qui a exploité une faille et qui est allé dérober des résultats de tests PCR. Mais là, on est plutôt sur les hôpitaux, pas de chance, ils tombent dans les filets des pirates, qu'arrosent largement, qui prennent dans leur filet des PME, des collectivités territoriales, des hôpitaux. Et comme le dit Jean-François Parguet, on a des conséquences qui sont extrêmement variables, allant d'un léger dérangement de quelques heures à un hôpital
dans la galère, hein, c'est-à-dire plus d'accès au dossier médical, plus de prescription de biologie, plus de résultats d'imagerie, et parfois des pertes de chance patients, parce que quand un hôpital est obligé de dérouter ses urgences vers un hôpital à 30 km, ou met 5 heures pour faire un examen de biologie au lieu de 3/4 d'heure, il y a tout de même cette désorganisation crée quand même les conditions de perte de chance patient. Et ça, c'est la chose un peu la plus angoissante, parce que finalement, comme on dit souvent, de la fuite de données, c'est ennuyeux, mais il n'y a pas de mort. Un hôpital qui ne fonctionne plus et qui ne marche plus, la désorganisation engendre des processus dégradés qui peuvent amener à des pertes de chance. Pierre-Yves Antier, je vous laisse compléter également. Ou rebondir en tout cas sur ce qui vient d'être indiqué par Vincent Trelli. Effectivement, nous, en tant qu'assureurs ou en tout cas spécialistes des risques, ce qui nous préoccupe, c'est surtout effectivement les conséquences pour l'établissement d'une cyberattaque. Alors bien sûr, un arrêt partiel ou total d'activité, ça va perturber l'établissement. Des premiers impacts qui sont financiers, qui peuvent être extrêmement significatifs. Cette désorganisation, ensuite, elle va impacter, ou elle peut impacter assez rapidement la sécurité du patient. Comme c'était indiqué, on déroute un parcours patient ou un patient vers un autre établissement. Il peut y avoir des pertes de chance. Il y a eu un exemple l'année dernière, je crois, au mois d'octobre, dans un hôpital universitaire en Allemagne, reconnu par l'hôpital universitaire de Düsseldorf, où consécutivement à une cyberattaque, il y a eu un décès reconnu par l'établissement lors d'un transfert d'un soin intensif vers une autre, et donc un impact sur une illustration de la problématique de la sécurité patient. Et pour la première fois, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur Düsseldorf, pour la première fois, un procureur allemand a envisagé de qualifier la cyberattaque d'homicide volontaire. Ça, c'est assez nouveau dans le droit européen. Une cyberattaque n'a pour l'instant pas été officiellement qualifiée par un procureur, en tant qu'homicide. Et là, il y a eu ce débat et cette discussion. Alors Jean-François Parquet, oui, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des conséquences réelles. Le chantage, la rançon, et effectivement, ça peut aller jusqu'au décès de personnes, de patients. Oui, il y a effectivement un risque sanitaire qui est qualifié. La même attaque n'a pas le même risque, ne porte pas le même risque sanitaire. Mais il ne faut pas se focaliser sur les ransomware uniquement. La problématique aujourd'hui, c'est effectivement 4, 5 situations d'établissements en difficulté à un instant donné, parce qu'ils sont à des degrés de remédiation variables. Le vrai risque auquel on fait face et auquel on se prépare, c'est une attaque systémique. Une attaque systémique qui, au lieu de toucher de manière aléatoire 30, 40 établissements au fil de l'année, toucherait à un instant donné, dans une même unité de temps, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'établissements, avec des cas particuliers extrêmement variables en fonction de la localisation géographique des établissements. On a un plan spécifique pour les départements d'outre-mer, par exemple, qui ont des possibilités de repli beaucoup plus restreintes que sur la métropole. Mais on a sur la métropole, en fonction de la saison, par exemple, des établissements qui pourraient être dans des difficultés extrêmement importantes. Donc ce risque systémique, qui serait plus le cas de l'industrialisation du ransomware, mais qui serait lié à une attaque paraétatique ou terroriste, nous préoccupe énormément. Et on est en train, tout le plan de renforcement cyber 2021 qui est actuellement en œuvre, vise à couvrir une partie du risque systémique qui nous semble un risque majeur pour le système sanitaire français. Est-ce que pendant la pandémie, il y a eu davantage de risques ? D'attaque, non. Pas particulièrement. On entend parfois dire que pendant la période Covid, ça a explosé. C'est pas tout à fait exact. On a été, je dirais, assez linéaire dans l'évolution des ennuis sur les structures et les structures de santé en particulier. En revanche, on a ouvert des risques. Moi, j'ai discuté avec des hôpitaux qui étaient absolument pas prêts à mettre 250 personnes en télétravail en 48 heures. Et qui, de fait, ont dit à leurs collaborateurs, rentrez chez vous, on va vous envoyer une procédure pour pouvoir continuer à travailler avec vos ordinateurs personnels qu'on va connecter à l'hôpital. Je dirais que quelque part, si on devait être un tout petit peu... comment dire, cynique, on a presque eu un peu de chance, parce qu'à un moment donné, au regard de la désorganisation, de la mise en télétravail, de l'ouverture un peu sauvage, rapide parfois, de tout un tas de moyens pour pouvoir assurer la continuité, finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Et il convient aujourd'hui, dans les DSI hospitalières,
je dirais, de remettre l'église au milieu du village un peu. Parce que quand les gens ont pris des habitudes, quand on a dit à des professionnels de santé que la téléconsultation c'était un peu open bar et que tout outil qui fonctionnait pour faire de la téléconsultation, que ça soit Teams, Zoom ou autre chose, ça faisait l'affaire, il n'est pas évident de les ramener vers les usages contrôlés des plateformes régionales officielles. Parce que finalement, on vous dit, mais ça marche très bien, notre outil. Oui, mais enfin bon, on a été en crise, on a autorisé des mécanismes en crise. Maintenant, on va revenir à une situation plus normale et plus maîtrisée. Donc on a ouvert des risques, on s'en est pas trop mal tiré, on est en train de remettre les choses un petit peu d'équerre, mais il n'y a pas eu d'explosion de la menace. Il y en a eu un petit peu plus sur les laboratoires. Quasiment tous les laboratoires mondiaux ont connu des ennuis. Alors eux, ils n'ont pas eu de chance, ils sont rentrés dans un triptyque où ils avaient des ennuis avec les cyberespions, parce qu'il était extrêmement intéressant pour des gouvernements de savoir quel laboratoire était en train de travailler sur le vaccin contre le Covid et éventuellement de voler les données. Des cybercriminels qui se disaient c'est le bon moment de lancer une attaque parce que le labo il a autre chose à faire que de perdre un mois de boulot, il va payer. Et des cyberactivistes, des anti-vax qui à un moment donné voulaient perturber les processus de production et de logistique. Comment s'est passée cette période de pandémie pour vous, Pierre-Yves Antier ? On est un assureur très parcimonieux en matière de risque, parce qu'on considère que ce risque, effectivement, aujourd'hui, doit être mieux maîtrisé, que les barrières de protection des établissements doivent être renforcées pour rendre ce risque assurable. Et donc, on insiste énormément, et je pense que c'est l'intérêt de notre participation commune aujourd'hui, pour que les établissements aient plus de moyens pour pouvoir renforcer, alors moi, ce que j'appelle les digues de protection de l'établissement face au risque cyber. Et le point qui est important, c'est que dans notre perspective, il ne s'agit pas de renforcer les points hauts où là déjà où l'établissement est déjà relativement bon. Il s'agit de renforcer les points bas et là où il y a le plus de faiblesses et d'essayer d'arriver à un niveau de protection le plus homogène possible. Sinon, on a un petit peu une ligne Maginot. Effectivement, on est très haut sur certains niveaux, mais l'assaillant pourra se déplacer très facilement et contourner. Donc, il faut apporter et augmenter de manière homogène la cyberprotection des établissements sur l'ensemble du périmètre. Et ça devient de plus en plus compliqué avec les nouveaux schémas de connectivité, avec de plus en plus de systèmes connectés. Et il y a, je pense, un chemin devant nous qui est extrêmement important et des besoins d'investissement qui sont importants. Jean-François Parguet, je reviens vers vous. Quels sont les intérêts que les pirates informatiques ont avec ces cyberattaques ? Alors, comme on n'a pas, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, pas vraiment d'attaque ciblée, le risque, c'est de l'attaque en masse avec l'industrialisation du ransomware. Mais il ne faut pas focaliser sur le ransomware uniquement. On a différents niveaux d'attaque qui sont beaucoup plus complexes et le risque systémique auquel je faisais référence tout à l'heure peut nous amener à avoir des attaques beaucoup plus évoluées. Au-delà de l'attaque sur l'établissement, il faut aussi parler des attaques possibles sur les systèmes nationaux socles. Alors les systèmes nationaux, effectivement, nous avons tous les systèmes Covid qui sont des 6 métiers nationaux et qui ont été largement attaqués et on en a fait écho plusieurs fois. Mais nous avons d'autres systèmes nationaux moins visibles, les systèmes socles, tout ce qui tourne autour de l'identification nationale du patient, tout ce qui tourne autour de l'authentification ou de l'identification des professionnels de santé. Et nous avons aussi derrière des prestataires commerciaux qui fournissent du logiciel métier sous forme de as a service, si vous voulez, dans le cloud, et qui ont des parts de marché extrêmement significatives et qui deviennent importants dans l'écosystème global. Donc on doit faire face au risque des établissements, au risque des systèmes socles gérés par le système sanitaire dans sa globalité, mais aussi aux prestataires commerciaux qui ont une part de marché significative. C'est extrêmement complexe. On doit gérer l'ensemble pour se protéger d'un risque systémique qui est toujours possible. Concernant les vols de données de patients, ils sont revendus ? Comment ça se passe ? Alors, deux points. Effectivement, la santé a cette particularité. C'est qu'en plus de ce qui est expliqué là, c'est-à-dire de la possibilité de bloquer un système critique et de demander une contrepartie pour le débloquer, d'attaquer un des pans tout de même de l'État, la santé publique, il y a aussi un intérêt sur la data, la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
autour de la planète, on a énormément de gens qui sont intéressés pour récupérer des masses de données. Et un dossier médical, c'est intéressant. Il y a une identité, des adresses mail, des numéros de téléphone, un numéro de sécurité sociale, des pathologies, des prescriptions médicamenteuses. Donc ça peut effectivement intéresser des gouvernements, ça peut intéresser des multinationales dans le cadre de la classique guerre économique. De savoir par exemple qu'on a un cancer ou autre? Alors pas que vous ou moi avons un cancer ou autre, mais qu'un bassin de population a telle typologie de pathologie, qu'elles sont soignées avec tel type de médicaments, que ça représente une part de marché de X% pour telle industrie pharmaceutique, ça a un intérêt énorme. Donc oui, l'exfiltration de dizaines de milliers de dossiers médicaux bien fournis peut donner lieu à de la revente, et à de la revente assez chère. Il y a des experts, moi je suis assez large, estiment qu'un dossier médical bien fourni, ça va entre 50 et 200 dollars à peu près, il y en a qui montent à 300. Donc on a des mannes financières intéressantes autour de cela. Mais ça, c'est la data au sens propre. Notre monde est à la recherche de bases de données, de banques de données, et celles qui concernent la santé ont tout un tas d'intérêts. Alors Pierre-Yves Antier, moi je voudrais avoir effectivement votre avis en tant que, j'allais dire, expert pour l'assurance. Ça nous amène toute cette le risque est en évolution rapide et constante, et donc on cherche en permanence déjà à comprendre, à accompagner les établissements dans le cadre des programmes nationaux, et en plus à adapter nos couvertures. Voilà. Donc on a par exemple, et le conseil d'administration de Cham a décidé d'exclure les couvertures ransomware de manière à ne pas favoriser ou pas créer d'appel d'air en matière de financement, au-delà du fait que ce soit illégal effectivement sur ce type d'attaque. Après, notre objectif, il est encore une fois d'accompagner les établissements dans leurs enjeux de modernisation, d'apporter des outils ou des méthodologies qui vont permettre effectivement de sécuriser. Et je pense qu'il y a un point dont on peut parler, c'est qu'il faut se préparer à la menace, mais il faut se préparer à répondre à la menace. Voilà. Il faut que les établissements soient préparés et des plans de résilience et des plans testés, voilà, une attaque cyberfictive pour qu'ils puissent s'entraîner à revenir à la normale le plus rapidement possible. C'est important pour, notamment dans l'environnement privé, limiter les impacts financiers et de manière générale, le public et le privé, protéger la sécurité du patient notamment. Voilà. Et donc, c'est un point sur lequel on essaye de favoriser également ou accompagner sur ce point. Et bien évidemment, c'est on va dire, une préparation propre à chaque établissement. Comment ça se passe? Sans dévoiler les secrets. Je vous laisse répondre peut-être. Oui, dans le cadre du plan de renforcement cyber 2021, mais c'est une démarche assez ancienne et récurrente. La menace ransomware est relativement simple, elle est connue. Elle passe généralement par les infrastructures des systèmes d'information des hôpitaux. Il n'y a pas de différence entre une entreprise industrielle, une entreprise commerciale, une entreprise de service et un hôpital en termes d'infrastructure. La plupart des attaques passent par le socle, ce qu'on appelle le socle bureautique, la messagerie, le cloisonnement du réseau, les accès distants. Et donc, cette démarche, ces mesures urgentes ont été identifiées et font l'objet d'une communication et d'un suivi de mise en œuvre par les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Ça passe aussi par la sensibilisation des personnes? Évidemment, évidemment. Surtout, et assez particulièrement dans le monde de la santé, pour 3 raisons. Premièrement, comme le disait en introduction Jean-François Parguet, le système de santé a connu sa révolution numérique entre 2000 et 2020. Donc, c'est pas si ancien que ça. On est passé de pas grand-chose à tout est numérique. Avec des personnes que ça a parfois tout de même un peu bousculé. Donc il faut les acculturer à tout cela, à la fois aux usages du numérique, mais aussi à tout le volet sécurité. Deuxièmement, parce que les hôpitaux sont des endroits bienveillants. On ne voit pas le mal à l'hôpital. On voit pas le mal. On n'est pas chez Dassault Aviation. On n'est pas dans une centrale nucléaire à l'hôpital. Donc, se prêter des codes, laisser les ordinateurs allumés. Il a fallu expliquer aux personnes que, non, un hôpital, c'est un endroit les personnes ne sont pas de mauvaise volonté. C'est plutôt c'est pas de la malveillance. C'est plutôt du mésusage, avec un peu trop de confiance. Alors, on rendra jamais les soignants parano, et c'est pas le but. Mais il faut les passer d'un état... Tout le monde est gentil, on partage les données, je vois pas pourquoi quelqu'un irait sur l'ordinateur où j'ai laissé mon code, à un état intermédiaire en disant il y a des mesures, il y a des basiques, il faut absolument les respecter. Et troisième étape,
il ne faut pas que la sécurité soit perçue comme trop perturbante non plus. Moi, j'ai déployé de la sécurité dans des services d'urgence. Quand des services d'urgence ont travaillé pendant des années avec une dizaine d'ordinateurs allumés à la disposition de tout le monde, et qu'un jour vous arrivez en disant maintenant, on va mettre des lecteurs de cartes, vous aurez tous une carte à puce, vous devez la rentrer dedans, attendre 10 secondes que l'ordinateur vous reconnaisse et s'allume, ils vous regardent en vous disant t'as pas compris ce qu'on fait ici comme métier. Donc il faut aussi apporter des technologies, amener de la pédagogie et expliquer que un petit peu de contrainte, c'est pas pour aller à l'encontre de la nécessaire célérité du métier, mais c'est aussi pour protéger l'ensemble de l'environnement pour les professionnels de santé et pour les patients. Alors, Jean-François Parquet, je vous donne la parole et puis je vois que Pierre Yvantier est également acquiesce, donc je vous ferai rebondir après. J'acquiesce totalement. Non mais Vincent, pour rebondir sur ce que tu évoquais à propos de la sensibilisation et de la formation, le plan de renforcement cyber inclut un volet formation extrêmement important. La partie cybersécurité va être inclue dans la formation initiale des professionnels de santé, mais aussi la formation continue. Et quand on parle des professionnels de santé, ce sont tous les acteurs de santé, pas uniquement professions réglementées, qui vont avoir ce volet de formation qui me semble essentiel. Cette sensibilisation à la cybersécurité dès la formation et son entretien au fil de la carrière est un élément essentiel. Et par ailleurs, je tiens à citer la campagne de communication Tous Cybervigilants qui a été lancée en juin, si je ne me trompe, à destination de l'ensemble des acteurs de santé, qu'ils soient libéraux ou qu'ils soient hospitaliers, et qui a donné lieu à un ensemble d'outillages et de kits de formation qui sont repris par les agences régionales de santé sur leur territoire. Allez-y. Non, je partage totalement. Et on peut prendre pour exemple peut-être des établissements comme Dax ou comme Villefranche qui se sont fait attaquer l'année dernière et sur lesquels le retour à la normale met plus d'1 an. Donc les personnels aujourd'hui qui sont dans ces établissements, je pense, peuvent être appelés à témoigner et exprimeront la difficulté de revenir à un monde antérieur consécutivement, effectivement, le temps de le retour à la normale après une cyberattaque. Et donc cet enjeu de la sensibilisation par le coup du personnel est essentiel et restera essentiel durablement. Oui, le retour d'expérience, ce qu'on appelle le rétex sur les incidents de sécurité est essentiel. Il y a une date importante qui a été l'attaque sur le CHU de Rouen, qui était un CHU qui était très bien préparé à ce genre d'attaque. Et le retour d'expérience sur le CHU de Rouen a été exceptionnel pour l'ensemble des acteurs de santé. Et on fait systématiquement des retours d'expérience pour comprendre pourquoi tel établissement arrive à revenir à une situation normale en 3 mois et tel autre met 8 mois, 9 mois, voire plus, pour revenir à une situation standard. Cette notion de retour d'expérience est essentielle. Retour d'expérience pour les techniciens, les gens de l'informatique, mais retour d'expérience pour les professions médicales. Et vous évoquiez la sensibilisation en amont, mais ce qui est évoqué là, on y va aussi, c'est très important, c'est la réaction. La réaction qui demande au centre hospitalier, c'est pareil, c'est pas évident de les amener à consommer du temps pour leur dire, écoutez, le système dans lequel vous êtes inscrit et avec lequel vous travaillez en permanence, un jour va s'arrêter pour une raison X ou Y, une panne, une cyberattaque ou autre chose. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Et d'arriver à se poser, moi je fais ce travail dans le cadre de mes activités de conseil, on se met dans une salle avec des professionnels de santé, on dit voilà, à 10h00, il n'y a plus d'informatique. Comment est-ce que vous bossez ? Et là souvent, honnêtement, si on fait ce travail et cet exercice, les solutions elles sont dans la tête des gens, il n'y a pas photo. Le problème c'est qu'on prend rarement le temps de le faire. Et donc quand l'incident arrive, c'est la panique, c'est logique. C'est la panique. Alors que si on a fait quelques exercices, dans les hôpitaux, je dis souvent, il y a des exercices d'alerte incendie, il y a des exercices de coupure et de bascule électrique sur les groupes électrogènes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des exercices réguliers à un moment donné, on est en plein flux de production de soins, et tout d'un coup il n'y a plus d'informatique, comment on fait en sorte que chacun ne se mette pas à pleurer en attendant que ça redémarre et continue son activité avec des mesures dégradées et avec des processus qui permettent de contourner. Alors pour te rassurer Vincent, les exercices de crise en cas d'incident de sécurité sont devenus obligatoires dans les établissements publics et un guide d'exercice est en train d'être publié dans les semaines qui viennent. Guide de mise en œuvre des exercices pour les établissements de santé, exercices qui doivent absolument associer les acteurs médicaux et pas uniquement les acteurs techniques. L'impact, il est médical. Bon, bien écoutez, messieurs, malheureusement, cette table ronde, elle se termine. Je vous remercie d'être venus sur notre plateau.
10 secondes pour chacun. Est-ce que vous, en conclusion? En conclusion, comme ça, en conclusion, on est sur le Non, chemin. non, vous avez dit tout ce que vous souhaitiez effectivement. Oui, ce qu'il faut, c'est être Voilà. un petit peu positif. Moi, j'irais à contre-pied de ce qui a été dit au Forum international de la cybersécurité par le DG de l'ANSSI. Le système de santé n'est pas nul. Le système de santé est rempli de bonne volonté qui aujourd'hui n'ont pas forcément eu ces dernières années tous les moyens et toute l'écoute pour pouvoir déployer leur talent. Et aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, cette thématique de la cybersécurité, je pense qu'elle commence à être prise à un bon niveau. Historiquement, quand même, en 2021, on a un président de la République qui s'en est saisi, c'est la première fois. Il y a des moyens qui arrivent, donc on est au milieu du chemin et il faut être optimiste. Jean-François Parguet. Alors effectivement, je rebondirai sur ce que vient de dire Vincent. On est à un moment particulier où effectivement tout le monde a pris conscience du risque. Maintenant, je pense qu'il y a un effort relativement complexe à mettre en œuvre, mais sur les infrastructures des établissements de santé. Les infrastructures classiques d'une entreprise, d'un service, eh bien, on les retrouve exactement dans un établissement de santé et la sécurisation des infrastructures me semble un élément essentiel pour faire face à la plus grande part des incidents de sécurité. Pierre-Yves Antier, ça y est, on termine avec vous. Je vous en prie, le mot de la fin. Je m'inscris complètement dans ce qui a été dit. Je rajouterais que la cybersécurité, ce n'est pas qu'une question du RSSI, du DSI ou du Biomed. C'est une question de l'établissement, de l'organisation, des ARS, du gouvernement. Enfin, c'est un ensemble global, mais qui dépasse le strict cadre de l'IT. On est au milieu du chemin et il faudra... c'est un chemin de long terme qui est devant nous. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venus sur notre plateau, messieurs. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.